Je vais commencer par vous présenter Maria et René. Alors, Maria Barthélémy et René Sultra, vous travaillez ensemble depuis 30 ans. Vous avez développé un travail plastique interrogeant la nature de l'image sur un mode à la fois ludique et réflexif. L'utilisation des techniques numériques vous permet d'aller au-delà de la perception naturelle de l'image sur écran, de la traverser, comme on pourrait dire, pour voir et nous faire voir les micro-unités colorées qui la composent. Vous avez développé un univers multiforme et multitechnologie dans lequel vous vous êtes constitué une collection de petits programmes et de micromécaniques. Et depuis quelques années, vous construisez vos propositions autour des questions de code et de toutes les perspectives récentes qui s'y rattachent. Alors, je vais vous passer la main et je vais vous laisser nous proposer donc Pictonique hors sujet, une exploration des élémentaires composites, qui est le titre de votre conférence et qui prend la forme d'une présentation à la fois théorique et expérimentale de vos travaux récents. Je vais peut-être faire un petit rajout à la super présentation de Mathieu, qui a creusé dans votre travail pour essayer de comprendre de quoi il s'agissait. René Sultra, toi, tu es d'origine photographe à l'origine, Oui. et Maria Barthélémy, plasticienne. Et comme tu te plais à le dire, René, toi, tu es le photographe et Maria, c'est la métaphysicienne en quelque sorte. Donc, je ne sais pas peut-être si ça vous aide à introduire, mais il y a vraiment dans ce travail d'équipe des cerveaux qui travaillent ensemble. Et je pense que les pratiques numériques sont vraiment aussi liées à se travailler ensemble. On ne peut pas tout maîtriser seul et on a besoin d'être à plusieurs. Donc, c'est aussi une forme de travail collectif, quelque part, la création numérique. Elle induit. Et donc, pour ça, vous allez aussi chercher des savoirs dans des labos beaucoup. Hein. Moi, je vous ai vu, je vous connais depuis plus de 15 ans et je vois votre travail beaucoup avec comme un travail de laboratoire, de chercheur en quelque sorte. Vous empruntez quand même euh, la recherche, à la recherche scientifique sa méthode quelque part. Et vous essayez d'être aussi précis quelque part qu'un scientifique. Ça aussi, c'est assez exemplaire dans votre approche. Et puis aussi des approches aussi croisées. Notamment, je me souviens d'un projet avec un opéra aux États-Unis. Peut-être que vous en parlerez dans votre présentation. On le croisera. Oui. D'accord, très bien, super. Bon, bah, à vous la parole, désolé encore, et à tout de suite. Eh bien, merci Damien et merci à tous pour cette invitation. On est très contents d'être là. On ne sait pas s'il faut dire être là ou pas là d'ailleurs. Nous sommes très heureux d'être là. Et tu as tout à fait raison pour l'histoire de travailler à deux. C'est déjà plus un et c'est le début d'une opération plurielle. Et je pense que c'est là l'origine certainement du fait que nous aimons à créer des collaborations tous azimuts. Alors, c'est vrai, ça m'a fait beaucoup rire tout à l'heure quand on mentionne qu'on travaille depuis 90, on a l'impression des dinosaures, de ce travail qui a pour origine, effectivement, qui prend son creuset dans la photographie. Et là, je m'adresse aux digital natives qui doivent être en majorité dans la salle, parce que c'est une opération presque historique que de parler de l'image telle que nous l'avons traversée. C'est vrai que depuis les années 90, les pratiques artistiques ont été terriblement influencées par la photographie, terriblement changées et perturbées. Que la photographie a joué un rôle critique, ça c'est certain, et qu'elle s'est immiscée dans quasiment toutes les pratiques. Mais aujourd'hui, les gens ne peuvent plus le voir de cette façon-là. Alors là, c'est pas ça, c'est pas cet aspect-là qui nous intéresse, mais plutôt le choc des techniques numériques qui va nous intéresser. Et là, nous n'allons pas peut-être l'aborder de façon théorique, mais nous avons au moins l'avantage d'en avoir fait une expérience vivante et active de ce changement dans la continuité, si je peux dire. Et c'est dire que les liens forts qu'on entretient avec l'image photographique et sa médiation technique, en pleine mutation, nous appartient et nous appartient pas complètement non plus. Voilà.
Et puis, je voudrais insister aussi sur la qualité de l'image dont nous parlons. Cette qualité-là est commune à l'image contemporaine, qui se caractérise aussi par son pouvoir générateur. C'est plus une trace rétroactive, mais plutôt un programme, des programmes actifs sur lesquels nous travaillons. Voilà. Donc, c'est plutôt... nous vous invitons à des objets qui vont nous permettre de voir, car nous nous occupons essentiellement des écritures du voir. En quelques points peut-être importants, puisque avant de commencer et faire ce tour de piste sur le plateau 1, je voudrais peut-être déterminer 2 ou 3 points qui nous semblent essentiels. Le premier qui nous intéresse, c'est d'abord une immersion profonde dans les structures fines des médias que nous utilisons. Alors, on se penche beaucoup sur les élémentaires, sur les formes embryonnaires, et c'est à partir de là que nous réapprenons à voir. Alors, ce n'est pas un gros mot quand je dis réapprendre à voir, hein, et ce n'est pas du tout une question métaphysique. C'est vraiment que quand on est dans le creux de l'action et qu'on descend dans les couches profondes des images, on a vraiment cette impression d'avoir à faire des réapprentissages essentiels. Et deuxième point peut-être, nous nous immergeons volontiers dans une sorte de dialogue, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, une sorte de dialectique entre les flux et les formes, et qui nous amène dans un premier temps à redéfinir la forme comme le mouvement de la forme. On vous en donnera quelques exemples tout à l'heure, et ça, c'est vraiment grâce à des coopérations actives et scientifiques autour de nous que nous pouvons le faire. Alors, je sais bien, tout ça, ce n'est pas très sexy en tant que point important, mais pour nous, ça a un aspect extrêmement poétique. On le dit avant d'être surpris par les regards qu'on peut porter là-dessus. Et puis, peut-être le troisième point que je mentionnerai comme étant important, c'est notre volonté dans cette période que l'on a auparavant qualifiée d'immatérielle ou de virtuelle, c'est notre volonté de rematérialiser intensément les choses, c'est-à-dire d'avoir une réflexion sur ces nouveaux outils et qui créent évidemment la brèche tout autour de ce que Bernard Stiegler a développé, par exemple, hein, sur la médiation des outils techniques, mais en même temps avoir une volonté de rematérialiser tout ça et de remettre les corps au centre de toutes ces préoccupations. C'est-à-dire que nous invoquons des questions qui sont des questions participatives avec d'autres modalités de convoquer les hommes, en gros. Mais ça sera dans un quatrième temps. Et peut-être un dernier point que nous aborderons dans le plateau 2 et qui sera lié à une nouvelle manière de percevoir les structures géométriques et spatiales. Voilà, en gros. Alors, pour la présentation, nous allons faire un tour de piste de ce plateau en nous posant sur peut-être trois diaporamas importants parmi les 5 qui sont présentés ici, et dont vous avez la circulation ou la mise en cohérence de la circulation au centre de la pièce. Il y a du plateau. Il y a une sorte d'image. Tagada, tagada, je me tourne et je ne vois rien. Oui, ici. Alors, je ne sais pas. Oui, le pointeur. Le pointeur. Oui, alors, je voulais rééclairer ce que Maria a présenté sur la question de la photographie. La photographie, c'est pas simplement prendre des images, c'est pas simplement, c'est revisiter toute l'histoire de la photographie, même bien avant la photographie elle-même telle que nous la connaissons. C'est-à-dire, finalement, revenir plonger dans la question de la géométrie euclidienne, dans la caméra obscura comme elle a de manière d'organiser la perception et donc la réécriture. Et la photographie, par exemple, pour ce qui nous a concernés, moi je suis photographe et j'étais tireur couleur professionnel, c'était remonter par exemple à refaire des daguerréotypes et comprendre qu'est-ce qui se passe quand on taille une plaque d'argent et qu'on la sensibilise de cette manière, comment cette seule technique numérique qui soit vraiment nanotechnologique, qu'est-ce qu'elle rend du réel. Et on s'aperçoit que toute technique est un multifeuilletage, non seulement de questions physiques, de questions chimiques, de questions de géométrie,
Et il n'est pas simple de passer à la question du numérique sans se poser la question de où on était avant de faire d'enjamber. Donc, je reprendrai une définition que nous avons fini par donner et qui est la question du pixel, qui veut dire picture element en anglais, et nous définissons une unité qui n'est pas le pixel, mais qui est le picton, qui est le plongement des relations sur le pixel. Et cette question-là va nous amener justement à descendre ce qu'on pourrait appeler dans les couches élémentaires de l'image et à se poser des questions sur la structuration presque sculpturale de l'image dans le feuilletage électronique. Deuxième règle, oui, et nous avons appelé cela, on peut le résumer, et ça, je fais un clin d'œil à Andy, sur la question de Leibniz, sur les fictions utiles. Les fictions utiles étaient des inventions étaient des pensées que Leibniz avait sur des calculs qui étaient par exemple les dérivées non entières, et il pensait que ça ne servirait jamais à rien, mais il disait que c'était des fictions qui peut-être un jour seraient utiles. C'était les bricolages, une manière de réinventer le monde, je pense. Des espèces d'historiettes qui parsèment son discours discursif. Oui, et en même temps des objets conceptuels qui sont toujours à l'œuvre dans la question de l'image, qu'elles soient des fictions utiles type Leibniz ou d'autres. Alors, oui. Et je voudrais peut-être dire un petit mot sur ces fictions utiles parce que c'est celles qui nous ramènent aux coopérations, aux collaborations que nous avons avec tout un tas de gens et dont nous avons voulu mettre à plat d'une certaine façon, faire archive sur les manières que nous avons de travailler. Et nous l'avons fait avec souvent des épistémologues en tant que témoins de ces travaux que nous menions avec différents labos ou différentes structures. Voilà, ça c'était un… Ouais, je dirais juste que ces coopérations ne sont pas venues de nous allant chercher des choses chez eux. Nous sommes arrivés avec des questions sur, par exemple, la mise en espace et la question du rapport, comme tu disais, Damien, tout à l'heure, de notre relation avec l'opéra, entre l'image photographique et la question d'un spectacle en 3D réel qui dure 3 heures. Et ça nous a amené à nous poser des questions et quels étaient les points de rencontre. Et il se trouve que ces points de rencontre, et on le voit sur l'image, par exemple, c'était une simulation d'un espace biologique d'une scène où apparaissaient des écritures qui étaient liées à un script d'un musicien américain. Mais c'est quand on se pose des questions, qu'est-ce que c'est que voir et qu'est-ce que c'est qu'entendre, et quand on va chercher dans entendre des réponses pour voir, que l'on s'aperçoit que quand la chanteuse n'émettait pas de son dans les répétitions, eh bien, il n'y avait pas de musique. Et donc, la question fondamentale qui est née de cette rencontre, c'est qu'avant qu'il y ait une action, il n'y a rien. Et donc, il fallait trouver des éléments de protension, comme dirait Husserl, des éléments de production de sens qui émergent de l'endroit où elles sont. Et ça va nous amener vers le monopixel et des questions liées à la circulation du sens à travers le pixel. Bon, pour dire les choses un petit peu, pour dire les choses différemment, parce que cette histoire d'opéra était un projet quasiment fou, un projet quasiment fou qui a duré 5 ans et qui peut peut-être se… Oui, continue. Mais j'y vois rien. Oui, mais… Voilà, qui peut peut-être se résumer par le mot texture, parce que nous n'avons travaillé que dans une pensée entièrement régie par l'ordinateur. Il n'y a eu aucune sortie réelle, aucune sortie véritablement liée à la scène vivante qui en a résulté. Pour une histoire dingue, c'est que tout le monde est mort à cette époque-là, autant les financiers que les compositeurs. Et donc, ce n'était pas innocent cette histoire d'abrupte fin de cette entreprise qui nous a laissé uniquement sur le mot texture. Et si j'avais à continuer ou à essayer de prolonger ce mot texture, je dirais qu'on l'a continué avec le mot textile d'une certaine façon. Parce qu'avant de pouvoir concrétiser ou rendre matériel et fabriquer un textile communicant,
nous sommes passés par des questions qui étaient profondément ancrées dans l'histoire du textile et des questions du local global. Oui, justement, la question du local global était une manière de répondre à la souffrance qu'avaient les informaticiens dans les années 90 à pouvoir proposer une mise en scène en temps réel, d'images produites en temps réel sur une surface ou un volume aussi grand qu'une scène d'opéra. Et nous étions penchés sur des questions finalement d'organisation à partir de local. Donc, c'était des automates cellulaires et c'était un chercheur que nous avons rencontré pour cela, qui était en Nancy à l'INRIA. Et cette question du local, on y reviendra, c'est le local dans l'espace et le local dans le temps. Et on recroisera la question du cinéma tout aussi bien que la question des images en tant que telles. Voilà, donc nous sommes passés par du textile. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être peu de gens dans la salle qui ont déjà tricoté, ça ne se fait plus, mais à mon époque, on était toujours confrontés à des matrices, avec des petits carrés qui explicitaient la façon ou les modalités de pouvoir monter son pull-over, par exemple. Et là, on est entièrement dans des histoires de code et de traduction. Donc, nous avons opté pour une sorte de recherche d'une nouvelle iconographie, à savoir que ces textiles construits à partir d'une traduction de développement d'automates cellulaires racontent des histoires très très simples qui peuvent être traduites en une ou deux phrases. D'ailleurs, je pense que vous pouvez en avoir deux exemples. Ce sont des règles qu'on appelle. Voilà, des règles d'automates cellulaires, de développement. Et l'histoire se développe de manière non anthropique pour l'essentiel de ce que nous avons fait, c'est-à-dire qu'il n'a pas de fin, et au même rythme qu'elle se fabrique sur les machines Jacquard. Alors, nous ne prétendons pas qu'on va immédiatement illustrer des questions émergentes de sens. Ce qui nous préoccupait à l'époque, c'était d'avoir à la fois des fictions, à la fois des théories locales et à la fois des propagations. Parce que ce que nous avions compris, c'est que l'image numérique, mais les images analogiques l'étaient aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus ne faire qu'une séparation entre les usages ou les formations. La lumière qui traversait un négatif couleur traversait un feuilletage de questions sur les couleurs et sur leur genèse. Et le numérique, c'est au moins 3 à 5 langues qui se superposent. Il n'y a pas que les 1 et les 0 dont on parle, il n'y a pas que l'interface utilisateur où on s'arrête souvent, il y a une multitraduction. Voilà, avant de pouvoir aborder Retina directement, c'était quoi notre projet? Il s'agissait en gros d'incorporer des flux d'informations dans un textile. C'est-à-dire inventer en d'autres termes la possibilité d'un textile écran ou écran tissé. Donc c'est une nouvelle technologie qui est une technologie archi contraignante. Un textile, on sait que c'est une ligne, ça va d'un point à un autre, ce n'est en rien matriciel. Et donc pour le rendre matriciel, c'est une difficulté inouïe. Voilà. Donc, parallèlement à ce projet, René a coopéré, lui, au protocole clinique des patients français qui étaient greffés d'un implant, des patients aveugles greffés d'un implant au CHNO à Paris. Et c'était à la fois un hasard complet que ces deux histoires, une histoire qui était une histoire médicale et technologique, et notre volonté de fabriquer un textile écran, se soient rencontrés à ce moment-là. Donc, oui. Voilà. Donc ces deux chemins concomitants nous ont permis d'avancer très très vite et d'avoir une espèce de métaphore corporelle vécue et documentée par ces gens-là. Et ça a été un moment très riche. Alors, oui. Il a été d'autant plus riche qu'en fait, nous nous sommes trouvés dans une rencontre stupéfiante.
C'est-à-dire, nous avions avec Maria développé un protocole de fabrication d'un écran tissé qui générait, qui pouvait être le prototype pour justement la question de l'opéra. Et en même temps, l'ordre des questions que nous étions données sur le local, le global et les créations, finalement, était exactement le même ordre de pensée des personnes qui ont fabriqué un implant pour mettre au fond d'un œil, pour recréer un embryon de vision pour des gens qui l'ont perdu. Parce que ce n'étaient pas des aveugles natifs, c'était des gens qui avaient vu. Alors, si vous pouvez vous tourner et voir sur l'écran de projection qui est devenu noir et pour lequel j'ai plus aucun accès. Petit accès. Est-ce que vous... Ah voilà, c'est bon, ça y est. Voilà. Ça y est, c'est lancé. Voilà. Ce que vous voyez sur l'écran de projection, c'est exactement ce que peut voir la définition dans laquelle ces patients greffés peuvent voir. C'est un horizon de à peu près ce qu'on appellerait, si on devait le quantifier, à peu près de 1%, de 1 à 2% de ce que nous appelons voir. Et donc, j'ai tenté une traduction à cette époque-là, une traduction d'un fragment de film dans cette définition-là, et en essayant de trouver un protocole pour raser l'image de façon à ce qu'elle rentre dans cette contrainte de définition. C'est pas du tout simple, parce qu'en deçà d'un certain seuil, le seuil que peut-être les médecins appellent seuil de l'émotion, pour l'image, en deçà de ce seuil, qu'est-ce qui nous permet d'enlever des informations, où les enlever, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qui est signifiant, et on s'aperçoit très vite, de manière incroyablement stupéfiante, que c'est la forme et le mouvement qui va dicter les choix. Je rappellerai un très beau texte de Jean Paulhan, je crois, c'est dans son ouvrage Braque le patron, qui raconte un petit peu comment la peinture pourrait être, la peinture cubiste, pourrait être une opération d'aveugle-né. Et que le peintre serait quelqu'un qui irait avec sa peinture, ce qui est complètement contradictoire avec ce qu'on fait dans la réalité. On ajoute des couches sur des couches. Mais pour lui, le peintre serait celui qui arrase, qui enlève, qui sculpte. Et ça, c'est une vision des choses que j'ai eue en tête au moment où je me tapais quand même les 24 images secondes et que je faisais des choix relatifs à ces 24 images secondes en termes d'éclaircissement ou de descente dans la définition. Oui, ce qui a d'ailleurs fasciné les chercheurs dans la vision, c'est que Maria ait intuitivement choisi non pas une diminution, par exemple, de 1920 pixels à 13 pixels, mais des étages de stabilisation de ce que allait devenir l'image qui petit à petit descendait. Et en fait, ça nous apparaît comme flux lumineux parce que, au fond, ce que l'on sait depuis peu, c'est que le cerveau traduit des images aux alentours du millionième de seconde et non pas avec uniquement la permanence rétinienne du dixième de seconde. Et ce qui fait que les flux lumineux sont les embryons de début du cinéma que le cerveau est capable de faire. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons opté pour un travail, enfin nous le verrons tout à l'heure, mais un travail à partir du cinéma mémoire, de notre mémoire du cinéma. Alors, passons aux expériences et aux prototypes. On a tenté un premier, à partir de cet accompagnement avec le CHNO et ses patients greffés, nous avons tenté et mis en place un prototype que nous avons appelé Retina Alpha, qui était un petit objet, 40 par 60 cm, si je me souviens bien. Enfin, c'est à peu près ça. Oui. Il est à droite, vous le voyez, il s'appelle Retina Alpha. Là, je suis revenue au diaporama, au premier diaporama. Ici, là. Et voilà, 40 par 60 cm et ce petit écran tissé. Ce petit écran tissé, nous l'avons soumis à des scènes de rien du tout, c'est-à-dire des scènes de tous les jours,
pour expérimenter qu'est-ce que ça voulait dire que voir dans cette définition-là, c'est-à-dire des scènes de la vie quotidienne. Nous en avons traité des centaines de petites scènes comme ça. Pour vous donner un exemple, c'est un personnage passe au travers d'une porte, des choses très contrastées, un oiseau traversant une fenêtre, des voitures au passage piéton, voilà. Et nous allons vous donner, vous montrer un petit exemple, si j'arrive à... Et on a appelé ça des prélèvements urbains. Et on a testé le début de ce qui serait une image en mouvement à travers une définition qui était de 9 pixels sur 13, qui nous faisait 117 pixels, 113 pixels, 117, et qui, quand nous l'avons montré à l'Institut de la Vision, a été considéré comme une prouesse technique, parce qu'eux avaient des implants qui faisaient 60 pixels, et dont en fait, en général, ne fonctionnaient que 20 à 25. Et nous avons pu explorer, ce n'est pas voir, d'ailleurs il faut redéfinir tout le vocabulaire, et peut-être que probablement pour le numérique, il faudra aussi redéfinir le vocabulaire de ce qu'on peut appeler voir. Et là, Maria, peut-être vous le montre au sol. Alors j'ai de grosses difficultés à mettre... la vidéo qui est au sol avec l'écran tissé. Bien, si tu appuies. J'arrive pas à la faire bouger. Et appuie. Ah voilà. Voilà. Super. Voilà. Merci. Et là, on voit en premier plan, on va dire le signal. Et la reconstruction écranique des passages. Le son est traité comme l'image. C'est le son réel de la vidéo. Et je pense que ce fragment que vous avez sous les yeux, c'est C'est un passage dans une rue, oui, des gens qui passent dans une rue. Caméra immobile. C'est-à-dire que quand on se pose des questions en diminuant la quantité d'informations, on est obligé de se poser des questions beaucoup plus intenses que vers beaucoup de pixels. Parce qu'à quel moment le seuil des couleurs disparaît, à quel moment le seuil de l'image temps apparaît. Donc si vous vous retournez un peu vers la droite, Maria a tourné la page. Oui. Je voudrais juste dire peut-être une chose, c'est que quand on descend quand on se plonge comme ça dans ces formes embryonnaires, cette micro-définition des images, on est amené à perdre tout repère perspectif qui nous construit, qui géométrise notre vue. Et qu'on arrive assez rapidement à des indices, des signes. Et qui dit signe dit un rapprochement très rapide, très fort avec les alphabets. Et qu'on est plus devant finalement des questions de combinatoire, quand on y ajoute le paramètre du temps par exemple, quand c'est un film, avec une histoire de combinatoire de ces signes plutôt qu'à un ordre visuel auquel on est habitué. Voilà. Et pour ça, je renvoie les étudiants aux travaux de Stanislas Dehaene sur la lecture et tous ces gens qui ont travaillé sur ces fameuses cellules neuronales cibles qui font que, par exemple, vous prenez une forme et vous essayez de lui enlever progressivement de la définition pour savoir jusqu'à quel point nos cellules répondent et comprennent de quoi il s'agit. Et on s'aperçoit que le bout du bout ressemble terriblement aux lettres des alphabets que nous connaissons. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant, ce qui nous a amené dans la version Retina Alpha industrielle que vous avez devant les yeux, parce que nous sommes passés après à la version industrielle, qui nous donnait une laisse d'1,50 m par quasiment 12 mètres.
Nous avons opté par une réorganisation de ces signes, une grammatisation de ces signes qui ressemble en gros à ce qu'on connaît, ce que nous voyons dans les lettres défilant. À partir du moment où on a fait une matière imageante, un écran tissé, si vous préférez, de 5 pixels sur 50, on n'était plus contraint par la question du format, c'est-à-dire revenir à cette question de la géométrie où les formes s'inscrivent dans une perspective. Et ce que ça a libéré étrangement, c'est l'idée que l'écriture de l'image se faisait, donc le temps de l'écriture de l'image se faisait dans l'espace de ce tissage. Et quand Maria parle de l'industriel, c'est que c'est un tissu fait avec un métier jacquard et qui a des obligations et des contraintes qui sont à la fois fortes, mais qui permettent une production de l'image. Le précédent était un tissage sur un métier à tisser manuel assisté par ordinateur. Alors, quand je vous parlais de grammatisation, voilà un petit peu de quoi il s'agit. C'est quand on est obligé d'opter pour une reconstruction de petits wagons d'images, en gros. Et ce sont des wagons temps d'images. Donc, c'est une manière de faire voilà, de faire des espèces de photogrammes hyper dynamiques qui sont grammatisés sur la longueur du textile. Comme si on retrouvait finalement par hasard l'idée qu'écrire, c'est toujours à la base d'un rébus et que la succession syntaxique de l'image de telle sorte qu'elle se déplace dans un support qui ne la borne pas ou qui la borne au bout d'un certain temps, on va dire, eh bien, nous amène à redécouvrir finalement les paquets d'images et non pas le bord des images dans un cadre. Et le cinéma est une chose merveilleuse pour ça, c'est parce qu'il y a... nous avons beaucoup travaillé, par exemple, sur des traductions de films dans leur intégralité, notamment le film d'Alain Resnais, l'année dernière à Marienbad. Je ne sais pas si les étudiants qui sont là savent ou l'ont vu. Mais c'est un film que j'ai dû voir, moi aussi, dans une cinémathèque quand j'avais 18 ans et auquel je n'avais pas repensé depuis et qui est resté dans ma mémoire sous une forme extrêmement binaire, un petit peu comme ça, sous forme de noir et blanc. C'est ça la mémoire que j'avais de mon ouverture ou de ma naissance au cinéma. Et c'est incroyable comme finalement nous nous y retrouvions. Être descendu si bas dans la définition de ces images permettait de rejouer la mémoire que j'avais de ce film-là en particulier. Et vous voyez que quand on embrasse la question du textile, ben, le textile vous libère et vous donne une chose qu'on se libère du plan écran du capteur photographique, de l'écran de votre téléphone, et que finalement l'image, elle peut être dans les plis. Et là, on pourrait revenir à Leibniz. Et qu'en fait, il est fort probable que la frontalité des images telles qu'elles sont présentées dans la géométrie euclidienne ne soit qu'un court-circuit de la perception que nous avons du monde. Et ça, moi, je le dis avec enthousiasme. Et cette question du pli est évidemment souvent perçue comme un manque. Et nous pensons qu'au fond, la richesse d'une image naît du manque de ce qu'elle produit. Alors, en gros, plus vous enlevez, plus les fantômes reviennent. Et on peut aller jusqu'à presque tout enlever. Si on n'enlève pas tout, vraiment, tout remonte. Maria, René, juste un point pour vous dire que vous êtes à 5 minutes de la fin, donc il va falloir accélérer peut-être. C'est une traduction d'un passage de... Ils ne m'entendent pas. Ils ne m'entendent pas, non. Moi, je t'ai entendu. Moi aussi. Voilà. Ça s'est arrêté un peu prématurément, mais bon. Est-ce que vous nous entendez en fait? Oui.
Ah, Ah, d'accord. Bah non, parce que le film s'est arrêté. Tu peux leur dire, Mathieu? Donc, juste pour préciser, de la fin, d'accord. Ben, C'est- à 5 minutes de la fin, nous allons passer au plateau 2. ouais, non, on va continuer sur peut-être. Non, non, il est mieux le plateau 2, c'est à 5 minutes. La fin. C'est la fin dans 5 minutes. Oui. Ça fait 40 minutes qu'on parle. D'accord. Oh, oui. Bah c'est dommage parce qu'on aurait eu peut-être des choses que vous pourrez regarder ensuite. C'est-à-dire de cette matrice textile, nous avons extrait des éléments séparés les uns des autres, autonomes, et qu'on a pu réinjecter dans des situations où le corps des humains était en jeu. Vous imaginez un ordinateur monopixel? Voilà, et nous sommes en train d'essayer de faire en sorte qu'un groupe d'humains puisse fonctionner comme un ordinateur, avec ses failles, ses fractures, ses immaturités peut-être, ou des modalités de fonctionnement qui ne sont pas du tout les mêmes. Et ça, c'est un sujet que l'on traite avec un groupe de recherche du LAS à Toulouse, et qui s'occupe essentiellement de physique humaine. Oui. En fait, c'est se servir de la manière dont les humains pour que les chercheurs puissent comprendre ce que les algorithmes n'ont pas encore saisi. C'est que font les algorithmes sur le biologique. Voilà. C'est un juste retour des choses. Je pense qu'il y avait là un effet boomerang qui nous attendait au tournant, et à modéliser, pour nous en servir, à modéliser les comportements humains, il fallait qu'à un moment ou l'autre, on soit soumis, ou on se soumette nous-mêmes à ces questions-là. Et elles deviennent extrêmement intéressantes du point de vue de l'image même. Parce Voilà. qu'elle mélange simulation. La grande question, c'est le yo-yo entre simulation et observation. Il n'y a pas de raison que l'on puisse imaginer qu'on puisse se défaire aujourd'hui de ce double passage qui peut se faire sur le canal alpha via les fonds verts ou bleus. Mais ça, le fond vert ou le fond bleu ne sont reliés qu'à la question de la peau humaine. Mais c'est le canal alpha qui est la source importante de l'écriture aujourd'hui. Parce qu'elle met les transparences, mais au-delà simplement de ce que définit l'écran vert. Maria, René, on essaye d'aller voir le plateau 2? Oui. Yes. Donc le plateau 2 est sur une question de la question, puisqu'il y a du local et du global. Au fond, le global étant ce qui est devant nous, il ne peut y avoir qu'une succession, une multitude de phases locales, c'est-à-dire de prise de vue, pour aller dans une fiction de reconstruction. Il se trouve que on appelle ça techniquement de la photogrammétrie, et nous tenons énormément, plutôt qu'au LIDAR, nous tenons à ce que la recomposition, le feuilletage photographique viennent interroger les questions d'écriture des fichiers numériques. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Non. Ah, ça, moi non plus, je ne le comprenais pas au départ. Et finalement, c'est une mise en défaut, cette pratique de hors-sujet, on l'appelait hors-sujet parce que justement, c'était exactement ce que le vendeur du logiciel nous avait dit de ne pas faire. C'est finalement, ce n'est pas vouloir faire ce que la plupart du temps les gens font, c'est-à-dire des raccourcis, des courts-circuits sur la forme. On veut une forme. Et en fait, la forme, quand on la court-circuite, elle ne donne que ce qu'on lui a pris, c'est-à-dire pas grand-chose. Et les grandes questions qui vont se poser aujourd'hui, c'est justement, vu la prolifération de la puissance imageante du monde numérique, c'est justement de ne pas court-circuiter les traductions. Donc là, nous sommes au milieu et on voit. J'explique un petit peu l'histoire quand même. Oui. Grand panoramique. Le grand panoramique est assez explicite pour ça. En fait, c'est le corps qui se promène et qui prend en photo. Et le corps se promenant prend en photo. Le corps se promenant, prenant des photos, exerce une sorte de tatouage qui va marquer l'image ou qui va marquer le fichier 3D qui en résulte. Et donc la forme, si on regarde sur le panneau de gauche,
la forme qui en résulte à la mémoire finalement du déplacement qui s'est opéré pendant la prise de vue pour obtenir toutes les images nécessaires au fichier 3D. Et la forme qui en résulte est une forme qui intègre des facteurs à la fois de temps et de positionnement du corps du photographe. C'est la forme du temps où il a pris les images, en gros. Ce gros mammouth là, ou cette espèce de gros... de grosses baleines, ce ne sont que des formes liées au déplacement de celui qui a pris les images et au temps pendant lequel il a pris ces images. Et moi, je dirais que c'est la projection de son corps dans l'espace de la représentation. C'est-à-dire le déplacement physique d'un corps dans un espace produit à travers la médiation du regard une forme qui n'est plus évidemment simplement celle du paysage au sens où on l'entendrait classiquement, mais de ces enveloppes, de ce qu'on appelait des poppers, des pops. C'est-à-dire vous prenez, c'est du popcorn tout ça. Vous mettez du maïs dans un four et puis ça fait des popcorn. Eh bien le paysage, c'est une somme de maïs explosés qui sont liés à chaque instant du corps dans l'espace. Ça y est, on a dépassé notre temps là? Non, tu peux faire une mini conclusion. Oui, alors, voilà une conclusion, ça serait. Je vais vous montrer quelques-uns de ces pop-corn assez fabuleux que l'on obtient en court-circuitant ou en mettant un hiatus entre la forme et la texture photographique qui va s'appliquer dessus, en les dissociant et en court-circuitant certaines des opérations de la chaîne logicielle. C'est comme une machine transfert en industrie, vous voyez. On court-circuite cette chaîne-là et on referme la forme on referme la géographie sur elle-même. Ça crée une membrane, cette membrane est la limite au fond de la projection du corps dans l'espace. Aussi bien le corps de l'image que le corps imageant. C'est redimensionner le paysage. Au lieu de croire dans une photographie que la chose est infinie et ne nous appartient pas, là nous la redimensionnons à l'expérience phénoménologique alors l'expérience phénoménologique de terrain, mais aussi l'expérience phénoménologique qui est liée aux outils techniques que nous utilisons. Parce qu'il y a un retour sur les sens de ces opérations techniques ou de ces utilisations de logiciels qui est dans la chaîne que nous pourrions décrire si nous avions le temps, sont très très importantes aussi. Oui, voilà. Par exemple, la photographie reprenait la question du point et de l'espace à point, et là, ce sont des espaces vectoriels, c'est-à-dire que la perception de soi se fait à travers une géodésique mathématique totalement différente. Et c'est des choses qu'on comprend très bien. Par exemple, dans la peinture classique, Eros est avec un petit arc et des flèches. Et on comprend très bien ce qu'il veut dire. Il a beau être potelé et pas très fort, on peut très bien imaginer que la distance de son objet est au-delà de son corps. Et cette métaphore d'Eros et des petits angelots avec les vecteurs qu'est le désir, eh bien, les logiciels vectoriels ont la possibilité de diminuer la gravitation de chaque point d'image pour les laisser flotter dans une dimension qui est autre, mais qui est coexistante. Alors juste en dernière image, je voudrais dire peut-être, je ne sais pas, donner une dimension presque humaine et très liée à la construction psychique qui nous regarde. Il s'agit de la vue d'un appartement. Vous êtes dans un petit appartement et il y a une fenêtre qui donne sur une cour à Paris, dans une rue qui s'appelle rue de Nantes. La forme qui en résulte est cette espèce de méduse que vous voyez sur les deux images en bas. Et cette vue-là intègre intérieur, extérieur de manière assez paradoxale. C'est-à-dire qu'on est à la fois à l'intérieur de l'appartement, à l'extérieur, vidant de sens la différence entre contenu et contenant, entre dehors et dedans. Et il y a une espèce de hiatus et de très grande porosité qui, je pense, caractérise notre construction intérieure et notre construction psychique. Mais ça, c'est presque de manière métaphorique, mais je pense que ces objets-là sont porteurs
sont très prometteurs, en gros. Oui, Voilà. parce qu'ils nous permettent d'être en seuil. Nous sommes Voilà. dans le seuil du dehors et du dedans. Voilà. Voilà. Et nous vous remercions. Merci René, merci Maria. Merci beaucoup. Je suis sûr que nos étudiants auront beaucoup de questions cet après-midi. Préparez-vous.